Mesdames et messieurs, troisième table ronde dans votre colloque, la 7e édition. Troisième table ronde de la matinée, il s'agit de s'interroger sur des cas particuliers qui sont plus fréquents. Sous la pluie, sous les projecteurs, sous les yeux du monde, vous avez des événements, et ces événements en question font appel à des bases vies. Ce sont des événements internationaux, parfois de grande ampleur. On a évoqué tout à l'heure les Jeux Olympiques, mais il y a également des petits événements locaux. D'ailleurs, y a-t-il des petits événements pour vous? Il ne s'agit pas seulement d'abriter, mais il s'agit parfois de nourrir, d'accueillir, d'organiser, de générer des revenus également chez vos clients. Il y a tout cela. Et ce sont ces cas qui sont de moins en moins particuliers que nous allons évoquer. 3 invités, 3 postures, 3 légitimités. D'un côté, celui qui fournit, que vous connaissez déjà, M. William de Warren, je vous en prie, reprenez place. Donc, directeur de la filiale Loxal Module, 110 personnes, présent aux Jeux Olympiques 2024, présent également aux JO d'hiver 2026. Celui qui livre. Puis vous avez celle qui commande, qui coordonne, qui exige, la cliente, Madame Rosane Leridou. Je vous en prie, Madame, si vous voulez bien, je vous en prie, prenez place. Merci beaucoup. Vous êtes chargé de la coordination au Festival Rock en Seine. Festival Rock en Seine, ce sont 5 jours, et chacun de ces jours accueille 40 000 personnes. Et entre les deux, vous avez celui qui nourrit l'événement, M. Philippe Beato. Je résume beaucoup en disant cela, mais je vous en prie, M. Beato. Je résume beaucoup. Dirigeant de Loca Cuisine, location de cuisine modulaire, de matériel pour les collectivités, pour les festivals, pour les grandes occasions, parce qu'un événement sans restauration ne serait pas un événement, bien sûr. Madame Rosane Leridou, vous coordonnez Rock en Seine depuis plusieurs années. Quand vous pensez bungalow, quand vous pensez module, pour vous, cela représente quoi pour votre événement exactement? Nous, on utilise les modules sur le festival principalement comme bureau. Donc ça va se rapprocher assez de la base vie, comme j'entendais sur les conférences précédentes. Nous, en fait, on déplace tout un village sur le festival. Et donc voilà, donc c'est principalement des bureaux, des vestiaires, et on fait aussi évidemment de la billetterie du coup pour les modules. Parfait, on y met du bureau. Vous y mettez également des installations techniques, par exemple des régies, des choses comme cela? Oui, aussi, donc avec un apport d'électricité. Apport d'eau, il y a tous les réseaux, de l'eau, de l'électricité? Oui, tout à fait. Absolument, d'accord. Et cela donc pendant 5 jours. C'est ça. William de Warren, vous entendez cela? Ça se monte en 3 semaines, ça se défait en 5 jours. Est-ce que vous reconnaissez là le schéma habituel des événements de cette catégorie-là? Oui, parfois ça se monte même plus vite. Parfois ça se démonte aussi plus vite. Rock en Seine, c'est dans le confort, si je comprends bien. Alors, non, je dirais pas ça. En plus, Rock en Seine, je ne connais pas trop, c'est pas nous qui livrons. Non, très de plaisanterie. En fait, l'événementiel, c'est vrai que les délais sont généralement plus courts. Sont plus courts, et la prise de décision se prend parfois plus tardivement que sur un chantier habituel. Voilà. Et puis, il y a vous, Philippe Beato, vos images sont là. Enfin, elles étaient là, d'ailleurs, oui, exactement. Loca Cuisine, vous arrivez dans un village temporaire. Avec quoi exactement? Quelle est votre particularité? Bonjour à tous. Loca Cuisine, nous, on est au confluent du schéma locatif avec des bâtiments modulaires. Donc, on arrive avec des cuisines ou des salles de restaurant ou des espaces de services de restauration. Donc d'abord avec du modulaire, mais également donc ces modulaires sont équipés comme une cuisine professionnelle. Ouais. Donc on est amené à aller sur des opérations de petite taille, de proximité, on va le développer j'imagine, mais également sur des opérations beaucoup plus importantes comme
les Jeux Olympiques, Roland-Garros ou d'autres opérations de ce type. Question un peu provocatrice, j'en ai bien conscience, mais qu'est-ce qui change sur un événement? Parce que quand on demande une cuisine, c'est une cuisine, où que ce soit. Quand on demande des bureaux, c'est des bureaux, où que ce soit. Quand on demande des installations techniques, ou en tout cas des espaces pour mettre ces installations techniques, il n'y a rien qui change. Je m'adresse à vous, Monsieur Beato, et à vous, Monsieur de Warenne. Qu'est-ce qui change sur un événement? En fait, un événement, la plupart du temps, c'est une organisation très complexe qui s'est beaucoup professionnalisée depuis une trentaine d'années, que ce soit une petite opération ou une très grande. Il y a une trentaine d'années, c'était comment? Il y a une trentaine d'années, globalement, c'était le début de l'économie du loisir et on était sur des organisations souvent bénévoles ou de collectivités, en tout cas d'organisations dont ce n'était pas le métier et qui, du coup, en proximité, souvent trouvaient avec les acteurs locaux ce qu'ils pouvaient trouver de mieux. Encore une fois, beaucoup de bénévolat, au bon sens du terme, au sens très très noble du terme. Et vous avez assisté à ce professionnalisme grandissant. À coup sûr. Et du coup, si je reste sur la thématique de la cuisine, on peut l'élargir, parce qu'il y a aussi des modules techniques désormais très importants sur l'apport d'énergie ou sur le merchandising, etc. Donc, globalement, c'est aussi l'attente du public qui a changé en 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, aller dans des événements, une part de la population relativement faible. Aujourd'hui, tout le monde va dans un événement. Ça peut être un événement à l'école pour les enfants, ça peut être la collectivité, ça peut être l'entreprise, souvent, qui organise aussi ça, son entreprise, ou alors des acteurs qui sont devenus professionnels. Et donc, notre profession amène tout ça. Mais pour répondre à votre question, qu'est-ce qui change? En fait, une cuisine sur des grosses capacités, c'est une usine, en réalité, une usine à fabriquer des repas, quel que soit le type de repas. Ça peut être des repas pour le grand public, ça peut être des repas de type VIP. Et donc, du coup, vous amenez une usine quelque part. Donc, je réponds à votre question en disant c'est comme amener une usine. Donc, avec ses contraintes réglementaires, avec ses contraintes de coût, avec ses contraintes aussi de criticité. Il faut délivrer. J'aime bien l'exemple, parce que je le dis souvent, on installe des très grosses infrastructures sur Roland-Garros. Et donc, le jour J, à l'heure H, ça doit fonctionner, pas être installé. Être installé, bon, voilà, ça fait de superbes images, etc. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça délivre. Il n'est pas question de dire à l'organisateur, écoutez, ça nous arrangerait d'avoir 24-48 heures de décalage. Merci beaucoup. William de Warenne, même question. Vous avez vu, vous aussi, tous les événements évoluer dans leur exigence, dans leur professionnalisme, dans leur organisation? Alors moi, je n'ai pas la chance d'être dans le modulaire depuis 30 ans, donc je n'ai pas cette expérience. En revanche, moi, ce qui me frappe beaucoup dans l'événementiel, c'est effectivement le professionnalisme et l'organisation qui est mise en œuvre autour de cet événement. On pourrait penser, pardonnez-moi, qu'on a affaire à des saltimbanques, mais en fait, pas du tout. En fait, on a affaire à de vrais professionnels, à une véritable machine organisationnelle, avec des gens qui savent précisément ce qu'ils ont à faire, et c'est ce qui surprend, en fait. Donc, il y a un concentré d'activité sur une période assez courte. Donc ça nécessite une organisation millimétrée, et s'il n'y a pas cette organisation, en fait, comme le dit Philippe, sur un chantier, parfois on peut se permettre de livrer un bâtiment, pardonnez-moi, j'ai des clients dans la salle, ils vont peut-être m'en tenir rigueur, mais c'est-à-dire qu'on livre un bâtiment, il y a des réserves, et les réserves, on vient les lever après, parce que c'est des réserves mineures et n'empêchent pas la mise en service du bâtiment. Quand on est dans l'événementiel, l'événement, il démarre à une date, un instant T, et on ne va pas dire au maître d'ouvrage, à notre client, je vais revenir faire ci ou faire ça, parce que le bâtiment il va être en exploitation complète, on y reçoit du public, alors que quand on a des compagnons dans une base vie, on peut se permettre de venir faire de menus finition. Voilà, c'est la différence que je vois entre un client traditionnel dans le BTP et l'événementiel. Vérification immédiate. Madame Leridou, vous vous occupez de Rock en scène depuis combien de temps avec votre équipe? Votre équipe, je crois que vous êtes 2 seulement. C'est bien cela. Vous vous en occupez depuis combien de temps? Ça va être ma 5e édition. 5e édition. Et comment y êtes-vous arrivé? Dites-moi. J'ai été recrutée par le directeur du festival. Qui est venu Parce que votre trajectoire professionnelle, c'était? À la base, moi, je suis chargée de production pour des festivals. Voilà. Donc vous êtes une professionnelle du secteur. Voilà. Et donc maintenant, vous êtes depuis 5 ans à la tête de cette organisation-là.
Alors imaginons, racontez-nous, comment faites-vous? J'imagine que là vous êtes dans la finalisation de la préparation, c'est pour quand? C'est pour fin août. Bon. Donc là, on est Et- dans les commandes. Alors allons-y, ben, j'aimerais bien, allons-y. Où en êtes-vous actuellement avec vos partenaires? Là, on a passé commande pour ce qu'on aimerait. Quelle commande? Dites-nous. On a passé commande pour les modules, notamment. Oui. Vous leur envoyez un plan, ils viennent voir Non, on travaille avec la directrice technique, on travaille sur le plan du festival. On récolte toutes les demandes des autres pôles pour savoir qui a besoin d'avoir un bureau ou autre chose. Et ensuite, on prépare un petit tableau, on met où est-ce qu'on veut la fenêtre, où est-ce qu'on veut la porte, tout ça en fonction de là où le module est installé. Et ensuite, j'envoie tout à mon partenaire. et vous envoyez tout à votre partenaire. Et votre partenaire, lorsqu'il doit installer, c'est un petit village, finalement, il y a combien de modules au total chez vous? Cette année, on va en avoir 80. 80 modules que vous installez en 3 semaines, là pour le coup, c'est un chantier, c'est Voilà. Saint-Nazaire. Les modules, on les installe en 4 jours. Pardon? Les modules, on les installe en 4 jours. 4 jours. Moi j'avais dit 3 semaines, pourquoi j'ai 3 semaines en C'est tête? 3 semaines de montage qu'on fait, mais les modules, c'est la première chose qui arrive sur le site pour que nous, après, on puisse travailler. On est dans nos bureaux et du coup, on peut accueillir tout le reste et monter le... J'imagine qu'il y a un festival. ordre précis d'arrivée. Tout à fait. Et là, le partenaire est au courant? Oui. Et donc, ça se fait nuit et jour ou bien uniquement durant les heures ouvrables? Non, c'est les heures ouvrables. On essaye de faire en sorte que ce soit pas trop de modules par jour, mais en même temps que ça tienne bien dans les 4 jours. Et j'envoie souvent une liste avec l'ordre que j'aimerais par jour. Y a-t-il parfois un partenaire distrait? Bon, il arrive avec le module 17, on ne l'attendait pas ce jour-là. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver? Oui, oui. Ouais. Après, on réagit vite, on a les équipes qu'il faut pour. Donc. Alors vous me dites, le village est installé, 80 modules en 4 jours, ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Le travail commence. Quel travail? Là, c'est tous les prestataires qui arrivent. Donc on va avoir, en même temps que les modules, on a l'électricité qui arrive, donc ils commencent à déployer tout le réseau électrique. Parce faut savoir qu'on est sur un domaine, le domaine de Saint-Cloud, qui est un domaine qui est protégé, mais c'est un parc à la base. Donc il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Donc vraiment, on doit tout installer de A à Z. Du coup, on commence par mettre les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité. On commence à installer les bungalows et les tentes. William de Warren, y a-t-il quelque chose d'exceptionnel dans ce qu'il vient d'être dit, dans les contraintes, dans l'organisation? Moi, j'entends beaucoup de méthodes déjà, une expression du besoin assez claire. Malheureusement, ce n'est pas toujours qu'on a un client qui définit clairement son besoin. Il n'est pas rare en fait qu'il y ait des modifications qui arrivent une fois que le module a déjà été fabriqué ou préparé en agence. Donc on est contraint à faire des modifications sur chantier, ce qui n'est pas toujours évident, puisqu'il y a de la coactivité, puis changer des panneaux sur chantier, passer des coups de scie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc moi j'entends que c'est déjà bien rodé chez vous et que vous savez pertinemment ce que vous voulez. Ça c'est important pour nous, parce que ça va faciliter notre travail. Retournons chez votre donneur d'ordre. Je dis donneur d'ordre parce que voilà, vous êtes cette représentante. Y a-t-il quelques-uns de vos prestataires qui vous demandent des modifications? Le module étant installé, on aurait besoin d'une fenêtre ici, d'une porte là-bas, on n'avait pas prévu ça. Non, c'est vraiment très très rare. C'est rare. Oui, parce que on est assez ferme là-dessus, justement, pour éviter que ça déborde. Et on essaye d'anticiper les besoins des gens, notamment justement en termes de fenêtres et de portes. On travaille bien là-dessus, on essaye de se mettre à la place de la personne qui est dans le bungalow, à se dire quel est le plus fonctionnel. Donc normalement, quand ils arrivent sur place, tout va bien. Bon, 40 000 personnes par jour, il faut les nourrir. Tout à fait. Non. Il y a également cet espace-là chez vous. C'est dans le même village? C'est dans le même village. Oui. C'est dans le même village. Alors, allons voir chez vous, Monsieur Beato. Ça ressemble à quoi? Vous arrivez avec quoi quand on vous commande une cuisine? Par exemple, ici, 40 000 personnes par jour, vous arriveriez avec quoi si vous n'y êtes pas déjà? Non, pas encore. Il va falloir qu'on en parle. Bientôt. Si vous le permettez. Ouais. Je suis heureux de vous mettre en contact. En fait, quand on parle d'événements au sens très large du terme,
il y a globalement 3 populations. Il y a les bénévoles, souvent, ou en tout cas le staff, population importante, notamment quand c'est des bénévoles. Beaucoup de collectivités organisent des événements où ils font vivre la vie de la cité, donc il peut y avoir, moi j'ai en tête un festival, le festival Jazz in Marcillac, c'est 2000 bénévoles. Ça paraît ahurissant, mais donc il faut 2000 bénévoles. Bon, c'est organisé par le maire, il y a aussi des notions électorales, donc tout ça, il ne faut jamais les oublier. Donc il y a le staff. Ensuite, il y a évidemment l'essentiel, ce sont les clients du festival, quel qu'il soit. Ça peut être un festival musical, ça peut être une opération sportive, etc. Donc avec une offre dite grand public, en général, et une offre grand public qui est plutôt en train de monter en puissance, on va y revenir. Et puis il y a de plus en plus, parce que ça aide aussi les organisateurs à augmenter leurs revenus, c'est tout ce qui est lié aux hospitalities, comme disent les anglo-saxons, les VIP, etc. Bref, des packages où vous venez voir le festival, où vous venez voir une opération, enfin une manifestation sportive ou que sais-je, et puis vous avez tout un réceptif. Donc en fonction de ces 3 grandes catégories, on va proposer soit uniquement du matériel de cuisine, hein, là c'est ce qu'on va installer indoor, si je puis dire, hein, pour prendre, parce que c'est très anglo-saxon tout ça, hein, désolé, mais en tout cas à l'intérieur des locaux qui existent, ou alors on vient avec des bâtiments modulaires qui ressemblent, ou des conteneurs qui ressemblent à tous ceux qu'on a dans nos entreprises, mais qui sont prééquipés de matériel défini évidemment avec l'offre alimentaire que le donneur d'ordre souhaite mettre en œuvre. Donc soit on va venir avec des choses très précises, soit finalement on travaille aussi en conseil avec les organisations. William le disait, il y a des organisations très matures avec une définition du besoin très claire et où finalement les choses sont analysées en amont. Mais quand même, la caractéristique de l'événementiel, et ça pour nos entreprises, tous ceux qui en font un peu le savent, l'événementiel, comme c'est quelque chose de très vivant, qui a lieu en général une fois par an, ou parfois il peut y avoir des fréquences plus importantes, est une évolution forte. Et la définition du cahier des charges n'est pas forcément toujours bien bordée. C'est là aussi où nos entreprises sont passées de fournisseurs de moyens, finalement, à fournisseurs de services et de conseils. Ça a été dit tout à l'heure aussi lors des tables rondes précédentes. Donc, des modules, alors avec des noms que vous allez comprendre, chambre froide, module cuisson, module lavage, etc. Et puis plein d'autres petits noms comme ça. Et ou du matériel aussi en complément. Faites-nous rêver. Vous travaillez avec des grands chefs, 3 étoiles. Allez, par exemple, quel événement? C'est une des évolutions de ces dernières années. Les organisateurs d'événements cherchent évidemment, et ça sous votre contrôle, à améliorer l'expérience. Hein, c'est le terme le plus important dans l'événementiel, ou l'un des plus importants, c'est d'améliorer l'expérience du visiteur, de celui qui vient, alors qu'il soit sponsor ou qu'il soit juste qui a acheté son billet. Et donc pour ça, beaucoup de choses existent, évidemment. Il faut que le cadre soit le plus sympa, le plus beau possible. On le voit sur les images qui sont diffusées. On voit peu nos modules dans tout ça, d'ailleurs. On voit surtout la marque, ou en tout cas le site. Et derrière, pour avoir cette expérience-là, ils surfent aussi sur les grandes tendances. Or, on le voit bien, autant... Top Chef. Voilà. Autant on mange de moins en moins bien, je trouve, dans les restos traditionnels, autant... on voit bien que les médias, depuis 15 ans, nos enfants aussi, donc les générations qui viennent, adorent cuisiner. Et ça, ce n'était pas forcément le cas de ma génération. Il y a 30 ans, cuisiner, c'était ringard. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Et donc, il y a des stars. Il y a des stars, Top Chef, Master Chef, etc. Des stars sur les réseaux sociaux. Des stars qui, du coup, ont bien compris aussi que les événements, soit de proximité, soit des événements internationaux, soit des événements par filière, pouvaient être un moyen pour eux, je parle des stars, des chefs, de communiquer, et aussi les événements de pouvoir effectivement apporter une expérience différente. Sauf que le chef, il ne va pas se déplacer dans un module s'il y a juste une petite plancha. Attendez, c'est à 3 étoiles. Et où il fait très chaud l'été, etc. Donc c'est là où effectivement nous on a constaté, et ça a été dit par Sébastien Faure tout à l'heure, que c'est désormais les organisateurs qui prennent la maîtrise, comme la maîtrise d'ouvrage, tout à l'heure ça a été dit, veut conserver la maîtrise de l'infrastructure pour justement être garant auprès de ces têtes d'affiche que l'installation va être claire. Donc là-dessus, on a des 3 étoiles. Mais alors vous arrivez avec des modules où il y a des pianos magnifiques de cuisine. Alors, non, des pianos magnifiques, ça on l'a jamais fait encore. Mais en tout cas déjà des
des infrastructures conformes aux normes HACCP, c'est très important, puisque le chef a besoin de produire un repas qui va être ensuite transmis aux clients de la meilleure façon. C'est parce qu'ils ont leurs habitudes, ils ont leurs caprices aussi. C'est des stars. Ça, on peut en parler, oui, les marques, c'est un peu comme celui qui ne veut pas une BM mais qui veut une Audi. On retrouve ça beaucoup chez les chefs. Mais donc d'avoir une infrastructure qui soit saine. Et il y a quelques années, les événements ne se payaient pas ça. Parce qu'ils considéraient que le traiteur du coin, au bon sens du terme encore, c'est pas du tout péjoratif, mais que le traiteur local allait faire le job, ce qui est le cas dans 80% des cas. Mais on sent qu'aujourd'hui, les organisateurs surfent là-dessus, veulent amener une augmentation aussi de leurs revenus, et ils se le font payer par les places. D'accord. William de Warren, vous, encore une fois, vous êtes dans la livraison de ce que vous a commandé votre donneur d'ordre. Il y a une grande variété. Il y a des modules pour le broadcast, il y a des modules pour des bureaux, il y a des modules pour une infirmerie. Je pense aux grands événements sur lesquels vous avez été établis, les JO 2024 et également les JO d'hiver Cortina. Racontez-nous, combien de modules pour les JO 2024 ? Alors les JO 2024, c'était 1500 modules, dont 1000 modules rien que pour les sites parisiens, et 1200 modules et 300 modules en province. Comment préparez-vous 1500 modules? Ils doivent être livrés sur quel temps? Dites-moi. Alors, on a commencé l'installation en mars 2024 et on a fini le jour de la cérémonie d'ouverture. Je vous raconterai une anecdote là-dessus tout à l'heure. Allez-y toujours. Et après, donc, il y a eu des démontages, puisqu'il y a eu les Paralympiques. Donc, il y a certains sites qui ont été démontés et d'autres qui ont été réaménagés pour les Paralympiques. Donc, en fait, le travail, il a commencé en septembre 2023, même déjà avant, avec ce qu'on appelait les test events en août 2023, où en fait il y avait une compétition sur la scène de triathlon. Donc on avait installé des modules pour l'organisation et pour se mettre dans une configuration JO. Donc après, on a décidé de mettre en place une équipe dédiée pour gérer les Jeux Olympiques. Donc il y avait un directeur de projet, il y avait des équipes travaux spécifiques, il y avait des gens au bureau d'études. Donc il y a eu un gros travail de préparation avant qu'on commence à mettre les modules. On a bien sûr aussi travaillé avec nos partenaires fournisseurs, puisqu'on a livré des modules de nos agences, mais aussi on a fait fabriquer des modules. Donc il a fallu leur transmettre des plans. Et là, ça a été un peu compliqué, puisque en fait, les besoins de l'organisation se sont pas arrêtés se sont pas figés à une certaine date. On continuait à être un peu mouvant. Donc nos partenaires fabricants ont un peu transpiré. Donc j'en vois un, je ne vois pas le deuxième. Ils ont parfois fait des pirouettes pour pouvoir commencer à fabriquer avec un besoin qui n'était pas complètement défini. Vous avez un parc de 1500 modules tout prêt, vous avez dû en réhabiliter certains, comment vous en êtes-vous sorti? Oui, alors une volonté que l'on a eue, c'était aussi de profiter de l'occasion pour remettre à neuf un certain nombre de modules. On ne va pas se le cacher, tous les loueurs de modules ont dans leur parc, s'il y en a un qui me dit le contraire, je ne le croirais pas, un certain nombre de modules qui sont en mauvais état et qui constituent leur fond de parc. Et on a tendance un peu à les laisser croupir, parce que quand on a une affaire, on va chercher le module où on a le moins d'entretien et qui va nous coûter le moins cher à la préparation, ce qui est un peu logique comme démarche. Et du coup, on avait un certain nombre d'agences qui s'étaient constituées des fonds de parc qui dormaient un peu. Et on s'est dit, là, on a 300 modules sur cette agence et on les a pris. Et comme une structure modulaire, la structure, elle n'a pas de durée de vie, j'ai envie de dire. Elle résiste dans le temps. Donc on a complètement refait à neuf ces modules en changeant le plancher, en changeant les panneaux. Donc on a fait, en plus de l'économie d'usage dans laquelle on est dans le modulaire, là on est allé au-delà puisqu'on a profité de l'occasion pour rénover des modules. Installation, rien que la mairie de Paris doit vous surveiller, il y a des arbres, on ne peut pas y toucher, il y a des emplacements, c'est exigu. Oui. Comment avez-vous fait ? On a travaillé là encore beaucoup avec nos partenaires grutiers, nos partenaires transporteurs,
Donc il a fallu timer en fait toute la livraison sur certains sites. J'ai en tête la livraison d'un site, c'était entre la Concorde et le pont Alexandre III, Cours-la-Reine, où là en fait le long de la Seine, on devait passer des modules au-dessus des arbres. Alors je ne sais plus à quelle hauteur c'est, peut-être plus de 20 mètres. Donc on avait fait une installation de nuit. Un module, ça pèse combien, grosso modo? Un module, c'est 2 tonnes, 2 tonnes 5. D'accord. Donc on passe ça vous avez passé ça par-dessus les arbres? Voilà. Moi, ça m'a impressionné parce qu'en fait, ça se fait au millimètre. Et puis, de nuit, de jour? De nuit, de jour, le week-end. Et la mairie de Paris est très attentive, à juste titre, à ces arbres. Donc on risquait une amende assez salée si on venait arracher une branche. Voilà. Donc, Madame Leridou, vous opinez du chef. Ça veut dire que lorsqu'on installe, vous êtes présente, vous ou votre collègue? Oui. Ah. Nous aussi, on est sur un site qui est classé. Et donc, on fait d'ailleurs un état des lieux. On commence par ça le premier jour. Avant de tout installer, on fait un état des lieux du parc avec un huissier. Et du coup, après, on fait l'état des lieux de sortie. Donc, si jamais on a abîmé des arbres, des branches, qu'on a fait des trous, des ornières dans le gazon, c'est facturé. Il y a des amendes? Oui, on a des amendes. Monsieur Beato, vous avez déjà reçu des amendes par vos donneurs d'ordre? Zut. Ça a pu arriver, oui. Les arbres de la mairie de Paris. J'ai le souvenir d'une branche, on ne l'a même pas récupérée en plus. Vu le prix qu'on l'a payé, mais oui, ça peut arriver. Alors, une des caractéristiques effectivement de l'événementiel, et on est en train de le dire, c'est que c'est forcément dans un site particulier, remarquable souvent, par définition, pas forcément prêt à cela. Donnez-nous des exemples, sites remarquables où vous travaillez. Des sites remarquables. Alors, bon, sur les JO, ça a été dit, mais j'ai en souvenir le Grand Palais, qui a été aussi une réalisation extrêmement difficile. Le château de Versailles également, avec des problématiques de sol très fortes. Et dans la cuisine, puisque je vais parler un peu de ma boutique, je parlais d'usine tout à l'heure. En fait, dans une cuisine, mais comme à la maison, il y a énormément d'électricité, énormément d'eau propre qui arrive et énormément d'eau sale qui partent. Donc toute cette organisation, tous ces flux sont ultra contrôlés évidemment, et c'est normal, et doivent donner lieu donc à une logistique d'installation toute particulière. J'ai presque envie de dire installer le module en tant que tel, je ne veux pas dire que c'est le plus simple parce que c'est hyper spectaculaire, on voit plein d'images là-dessus, et je sais que chez l'Oxam ils savent ce que ça veut dire, mais installer du courant fort sur des sites remarquables, installer des diffuseurs d'eau en milliers, dizaines de milliers de mètres cubes et récupérer ces eaux sales, c'est particulier. J'ai un exemple en tête. Il faut savoir que pour ceux qui vont à Roland-Garros chaque année, comme le site est très contraint et qui sont en concurrence, ça c'est un mot important entre les festivals, la concurrence. Roland-Garros est en concurrence avec les 3 autres grands chelems internationaux qui sont 3 fois plus grands. Donc, à Roland-Garros, leur sujet, c'est comment on augmente les revenus, on améliore l'expérience des clients. Il ne faut pas qu'ils attendent et que ce soit le plus sympa possible. Et en même temps, comment, économiquement, on s'en sort. Donc là, maintenant, ils ferment des rues, ils privatisent, je crois que ça a été dit tout à l'heure, ils privatisent des rues. Et donc, un exemple, c'est sur cette rue, on y installe un food court, donc ce sont des dizaines de modules avec de la production de repas pour créer une sorte de zone commerciale, de food court, comme on dit. Et sauf qu'il n'y a rien. Enfin, il y a des arbres protégés, multicentenaires pour certains. C'est juste à côté du cours Simone Mathieu. Et là, vous amenez de l'eau, vous amenez de l'électricité, vous enlevez les eaux sales tous les jours, avec des contraintes de sécurité ultra vigipirates, puisque évidemment, c'est pas drôle si on peut y accéder comme ça quand on veut, n'importe quand. Voilà, bon, ça c'est un exemple. Mais pour nos entreprises, ça veut dire aussi, finalement, mais ça a été dit ce matin par Pierre, c'est, encore une fois, c'est plus de la fourniture. On est là dans de la prestation de service, dans de l'ingénierie, ça a été dit aussi sur la base vie de Notre-Dame. On est en co-construction, dans des espaces-temps très très courts, mais en co-construction de l'événement, avec des sujets logistiques et de l'hyper-spécialisation. Nous, c'est de la cuisine, il y en a qui font de l'électricité, d'autres font de l'apport en eau, etc. Donc on voit bien que le modulaire, autour de la boîte, ce qu'on appelle
dans notre profession, nos entreprises y ont mis beaucoup plus de technicité et de services et d'ingénierie. C'est la deuxième fois où vous dites participer à l'augmentation du revenu de votre client, de votre donneur d'ordre. C'est-à-dire, comment parvenez-vous à participer à comment parvenez-vous à remplir ce vœu que vous exigez de vous-même, cette promesse que vous vous faites? Est-il possible de gagner plus pour eux et pour nous? Mais en fait, alors évidemment, il y a autant de logique que d'événements, mais de façon générale, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, l'économie globalement des événements, à part quelques-uns très particuliers, voilà, mais elle est fragile. Je crois qu'il y a un chiffre à avoir en tête et sous votre contrôle, mais il me semble que l'année dernière en France, il s'est organisé juste l'été entre 5 000 à 6 000 festivals. Il y a 30 ans, il y en avait à peine 1000. Donc on voit bien qu'il y a un développement, mais tous ont des situations économiques super fragiles. Pour qu'on puisse leur vendre nos prestations et que ce soit intéressant pour ces organisations, il faut qu'on leur apporte autre chose. Et le autre chose, alors oui, c'est des éléments très normés, c'est une capacité effectivement à rendre l'événement plus grand, plus beau, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et du coup, c'est comment on peut effectivement, par ces espaces, par cette fonctionnalité, participer à l'augmentation de revenus. Dans les repas et dans la gastronomie ou la restauration, c'est assez facile puisque ça permet d'offrir aux visiteurs du choix, soit des choses très basiques, pas très chères, jusqu'au repas VIP, etc. Et c'est extrêmement palpable. Les événements, même j'ai en tête des événements je pense à un vigneron languedocien qui depuis 20 ans fait un jazz festival sur 5 dates et qui facture chaque entrée parce qu'il y a un super repas quasiment étoilé, parce qu'il y a une cuisine provisoire qui permet, etc. Il facture 400-450 € la place pour aller voir un concert le soir. Vous imaginez bien 450 €. Et vous installez la cuisine dans un verger, dans un pré? C'est dans des vignes. Dans les vignes. C'est un vigneron. Voilà, j'ai cet exemple-là en tête. J'ai aussi un autre exemple d'un gros industriel qui commence par un A et qui finit par un S et qui fait des compotes ou des confitures, qui dans son verger, parce que je n'ai pas le droit de le dire, oui, parce que dans les événements de plus en plus, c'est la NDA, enfin le confidentialité évidemment est obligatoire, mais qui organise un show cooking chaque année dans son verger avec des meilleurs ouvriers de France, etc. Et on vient installer sur 2 jours une cuisine complète où des MOF font les meilleurs desserts de France. Voilà, donc ce développement-là de ce que finalement le modulaire peut apporter, où ça a été dit depuis ce matin, on sait s'installer à peu près n'importe où. Il y en a même qui mettent ça sur des bateaux sur la Seine. Il y en a quelques-uns, il y en a un en tout cas dans cette salle. Bref, on voit bien qu'on installe des trucs absolument incroyables partout. Mais la condition, c'est que ça apporte à l'événement, au-delà de l'expérience, au-delà de la mise aux normes, il faut que ça permette d'augmenter les revenus. Et les VIP sont souvent, et le grand public sont souvent le meilleur vecteur possible. Et voici que l'événement est lancé, imaginons Rock en scène, tout se passe bien, jusqu'au moment où, dans l'un de vos modules, où vous avez, je crois, un centre météo, on vous dit, il y a une alerte météo, il va y avoir tempête et orage, que faites-vous? Comment alertez-vous éventuellement, d'ailleurs, vos partenaires ou pas du tout? On a un système de talkie-walkie qui est sur tout le site, avec des antennes qui nous permettent de pouvoir discuter rapidement entre nous. Et on a une fonction sur ces talkies, à 5 personnes dans le festival qui peuvent utiliser cette fonction, c'est que s'ils appuient sur un certain bouton et qu'ils parlent, ça écrase toutes les conversations de tout le monde et ça diffuse sur tous les talkies. Parce que normalement, chacun a son canal, parce que par exemple, on n'a pas forcément, quand on fait de la billetterie à l'entrée, on n'a pas forcément à discuter avec la personne qui fait l'accueil artiste. Donc chacun a son canal pour pouvoir être avec son équipe sur ce canal. Donc quand on a une tempête, on va passer un message sur tous les canaux des talkies et après du coup chaque pôle se met en mouvement pour pouvoir pallier à cette tempête. William de Warren, j'imagine que là encore, entre l'installation, une fois qu'elle est faite, et après le déroulé de l'événement, il y a peut-être des aléas qui se présentent et on vous rappelle? Oui, il y a des aléas. Alors, nous, on met en place, pour certains gros événements, des équipes dédiées
qui sont en astreinte, en fait, des personnes capables d'intervenir. C'est ce qu'on a mis sur les JO 2024, c'est ce qu'on a mis sur Milan-Cortina. Sinon, je dirais que pour un événement traditionnel, notre équipe, l'agence locale qui a livré, est bien sûr l'interlocuteur de notre client de l'événement et prêt à intervenir en cas de nécessité. Vous nous aviez promis une anecdote sur les JO. Oui, c'était sur je vous parlais du délai de livraison. Et donc il y a un bâtiment qui nous a fait particulièrement transpirer, qu'on a livré sur les JO. Vous vous souvenez tous du Champ de Mars et du terrain de beach volley, donc un terrain en plein milieu du Champ de Mars. Et il y avait des modules qui étaient accolés à la tribune. Donc on a eu certaines contraintes techniques. Donc après on va dire une phase de négociation avec le bureau de contrôle qu'on a tenté pendant quelques semaines. Finalement, on n'a pas eu le choix de se plier aux contraintes énoncées par le bureau de contrôle. Et du coup, à 10 jours de l'événement, on a dû déployer des moyens considérables. On a quasiment travaillé jour et nuit. Je ne devrais pas le dire, c'était peut-être pas très conforme on a veillé au temps de repos des collaborateurs. Et du coup, l'anecdote, c'est que moi-même, j'ai participé, j'ai même passé de la peinture, en fait, dans les modules. Et j'avais des collaborateurs sur le site, encore en train de finir des choses, alors que la cérémonie d'ouverture venait de commencer. Enfin, ils ont fini juste à temps, et je peux vous dire que on a transpiré, la pression, là, quand on parle de pression, elle était vraiment là. Sur la base vie de la cathédrale, vous nous avez dit, avec M. Faure, toute la fierté des équipes. Lorsque vos équipes participent ainsi à des événements qui, pour certains d'ailleurs, sont prestigieux, ont des retentissements internationaux ou nationaux, y a-t-il ce même élan, cette même fierté? On regarde les images de façon différente. Oui, bien sûr, mais quel que soit l'événement, c'est sûr qu'on parle beaucoup des JO, mais je dirais que même un événement comme Rock en Seine, je n'ai pas le plaisir de livrer. Bien sûr, les événements, ils ont pignon sur rue, donc forcément, ça marque. On est fier quand on passe devant le week-end et qu'on voit ces installations sur un événement. On est fier. On est fier de le montrer à ses enfants, on est fier de le montrer à ses amis, à ses proches. Voilà. Donc, de la même façon qu'on est fier de livrer une base vie sur un chantier, puisque c'est quelque chose de concret. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour les collaborateurs. Monsieur Beato, même question. Évidemment qu'il y a une notion de fierté. Et vous savez, souvent, quand on interroge nos salariés, ou même dans la littérature RH, c'est aujourd'hui, les gens veulent faire un job qui ait du sens. Bon, là, les choses sont simples. Et vous savez, c'est souvent ce qu'on nous dit aussi, c'est le job où tu rentres à la maison, t'expliques ce que tu as fait et tout le monde dit « Ah ouais, je connais, je vois, je comprends ». Voilà. Bon, là, forcément, ce type d'événement veut ça. Il y a aussi le côté, ce qui est très fort dans l'événementiel, qu'on retrouve dans des installations, je dirais, plus du quotidien. Aussi ce côté, on arrive, on installe, c'est ce qu'a dit Sébastien Faure tout à l'heure, et en quelques heures, on crée une unité, et puis avec un peu de décoration, ce que dans l'événementiel, ils savent très bien faire. Tout de suite, ça en quelques heures, peut-être en 2-3 jours, on va réaliser une installation que tout le monde va voir, que la région va voir ou qui est diffusée. Donc cette fierté-là, elle est très importante. Mais il y a aussi un aspect que je voudrais souligner qui est, on parle, ces événements sportifs, culturels qu'on connaît tous, certaines proximités, mais il y a aussi un développement fort et intéressant au niveau des collectivités. Nous, on le sent bien, les collectivités, toutes veulent animer, qui un littoral, qui une station balnéaire, qui même au milieu de la France, on parlait de la Corrèze, ou je ne sais plus qui a parlé de l'Aubrac tout à l'heure, les communes souhaitent dynamiser de manière saisonnière autour d'un événement. Alors, ce sont les guinguettes, ce sont l'animation d'un centre culturel ou autre. Et là, le modulaire retrouve toute sa place, parce qu'en quelques jours, sur des périodes de 2-3 mois, on s'est organisé avec une base vie, avec du loisir, de la restauration, ou des podiums. C'est du modulaire un peu différent, mais on s'est organisé des choses. Et donc, les collectivités font partie de ce milieu événementiel qui est en train de se développer. Et du coup, tout un chacun, y compris nos salariés, s'y retrouve assez bien. William de Warren, j'aimerais qu'on évoque les JO de Cortina, parce que ça, c'est les JO d'hiver et c'est en Italie.
Comment faites-vous? Parce que vous vous êtes basé en France, tous trouvés en Italie. Comment avez-vous fait? Quelle était la demande au départ et comment vous êtes-vous organisé? Alors, là, c'est un événement qu'on a eu la chance de traiter très tardivement. Quand je dis tardivement, c'est-à-dire qu'on a dû avoir une commande au mois d'octobre, alors qu'on pensait avoir une commande au mois d'octobre 2025 pour une installation. On a commencé à livrer en novembre, quoi. Donc, vous imaginez, et c'était en février 2026, alors qu'on pensait avoir une commande au mois de mars. Donc avant tout, il y a de l'anticipation. Donc ça veut dire que l'événement, on y a réfléchi quand même 6 mois avant, en se projetant, en imaginant différents scénarios, en faisant beaucoup d'itérations. Si on fait ci, qu'est-ce qu'on met comme équipe, etc., etc. Et il y a eu un peu un pari, puisque en fait, au moment où on a eu la commande, on n'avait pas attendu d'avoir la commande en fait pour lancer des fabrications. Donc on a pris un pari avec nos partenaires fournisseurs. Donc voilà, c'est avant tout beaucoup de méthodologie. Donc encore une fois, on a nommé un directeur de projet et puis on a projeté des équipes sur place. Donc l'important quand on traite une opération comme ça, c'est un peu une opération commando. Donc c'est d'envoyer des gens en qui on a confiance. Voilà. Parce qu'il y a des automatismes qui doivent se mettre en place et on n'a pas le temps d'apprendre à se connaître. À partir du moment où on est projeté sur le terrain, on parle beaucoup d'événements, d'opérations extérieures en ce moment, c'est un peu la même chose, on fait le parallèle entre l'armée et l'événementiel. Il faut envoyer une équipe de choc, quoi. Une équipe de choc qui a des automatismes, qui a une méthodologie et qui va dérouler. Et en fait, il y a une chose dont l'équipe est sûre, c'est que rien ne va se passer comme prévu. Voilà. Et ça, il faut l'accepter. Et nous, pour faire un peu notre autocritique, je parle nous dans la profession, c'est peut-être qu'on n'est pas habitué justement à ce genre de choses et que parfois on a nos schémas, on est trop cartésien, on veut que tout soit timé. Et en fait, l'événementiel, c'est tout le contraire. Parce qu'en fait, le besoin du client final, il évolue en fonction de plein de choses. Donc il faut que nous, on ait cette capacité à être agile, à accepter. En fait, ça sert à rien de vouloir contester et de se dire ah bah ouais mais c'est pas comme j'avais prévu, moi c'est pas ce que j'ai signé. En fait, de toute façon, au final, le client il a raison. Donc il faut aller de l'avant et en permanence faire preuve d'agilité. Et encore une fois, on sait que les choses vont pas se dérouler comme prévu. Et c'est ce qui va faire la réussite, c'est cette capacité à accepter l'imprévu et cette capacité justement à continuer d'avancer. C'était l'un des points soulignés dès le départ de ce colloque par votre président. Madame Loridou, qu'est-ce qu'un bon prestataire pour vous? Qu'est-ce qu'un bon partenaire? Un bon partenaire, c'est quelqu'un qui va savoir effectivement me conseiller si besoin, parce que moi je coordonne des prestataires, mais parfois en électricité par exemple, je ne vais pas passer d'études là-dessus, donc j'attends à ce que mon prestataire en face puisse me conseiller. Et ensuite que le prestataire respecte les délais que je lui demande et les installations que je lui demande. Donc que le cahier des charges soit respecté. Monsieur Beato, vous nous avez dit que les choses évoluent. En 30 ans, elles ont beaucoup changé. Si vous vous projetez dans 10 ans, ce secteur-là, vous l'imaginez comment pour vous? Qu'allez-vous faire avec vos cuisines dans 10 ans? Ce qu'on constate, et on peut imaginer que l'économie du loisir va continuer à se développer. Et on vit, on travaille, on mange, on passe des loisirs de plus en plus à peu près n'importe où. Dans la rue, dans les magasins. Et donc, notre profession va devoir continuer à être capable d'aller là où les organisateurs d'événements vont décider de faire des événements, petits, moyens ou grands. Donc l'agilité logistique, elle est première. La seconde, c'est en permanence d'apporter aussi aux organisateurs beaucoup de flexibilité. Je pense que le conseil est essentiel, la capacité à trouver des solutions et ensuite à délivrer avec fiabilité, vous l'avez dit. L'esthétique est fondamentale. On a beaucoup progressé dans notre profession déjà depuis 10-15 ans.
Je pense qu'on n'est qu'au début de cela, avec énormément de capacités technologiques, d'écran, d'IA, etc. Il faudra que nos modules soient intelligents. Ils le sont déjà, évidemment, mais encore plus intelligents. Et puis, ça a été dit par William, c'est un métier, l'événementiel, où la courbe du deuil, elle est hyper courte. On peut pas, le changement, c'est tout le temps, et où il faut être capable de travailler, pas à livre ouvert, parce que c'est peut-être pas la bonne expression, mais globalement, on sait qu'un événement démarre avec un budget donné et avec des contraintes données, mais ça peut évoluer très vite. Ça a été dit, une intempérie sur un festival qui a 4, 5, 6, 7 jours, et c'est tout de suite 10-15% du revenu qui s'envole. À l'inverse, une période très chaude, etc. J'ai l'exemple Roland-Garros cette année, ça a décimé les joueurs. Hein. Les plus fragiles ont dégagé dès la première semaine, mais en termes de restauration, puisque c'est le segment dans lequel je suis, ils ont explosé tous les compteurs. Donc vous voyez, à la baisse comme à la hausse, il faut être capable de s'adapter très vite. Donc pour revenir à votre question, c'est quoi l'évolution ? Énormément d'agilité, ça c'est dans tous les segments, et une logistique qui est très très forte. Si on n'a pas la logistique, il ne faut pas y aller. William de Moret, même question. C'est esthétique, logistique et technologique. Oui, si vous ne m'aviez pas posé la question, je voulais rebondir sur les propos de Philippe. C'est vrai que l'esthétique, c'est vraiment primordial. Il y a un sens du détail qui est recherché par le client dans l'événementiel. Là encore, je vais vous donner une anecdote. Donc, quand on a livré des modules en Italie, une semaine, il a fait très mauvais donc, entre la France et l'Italie. Et nos modules sont arrivés sales, puisque vous imaginez, il y avait de la neige, donc des projections de boue. On peut se dire ça aurait pu passer parce qu'on se disait c'est l'extérieur. Mais en fait, non, pas du tout, parce qu'après, les modules, ils sont vus par le public, ils sont vus de tout le monde. Et puis même, il y a une attente toute particulière du client sur l'esthétique, la poignée correctement fixée. Voilà, donc il y a un sens du détail et moi je trouve que l'événementiel fait progresser la profession en termes d'exigence. Donc on apprend beaucoup à travailler aux côtés de cette catégorie de clients. Et ma dernière question, Madame Leridou. Aujourd'hui, avec les prestataires dont vous disposez, considérez-vous que vous êtes mieux servi qu'il y a 5 ans quand vous avez pris vos fonctions? Oui, tout à fait, oui. Moi, quand j'ai pris mes fonctions il y a 5 ans, je découvrais aussi un peu la technique, le côté technique. Donc je ne savais pas toujours ce que je voulais. Et, il y en a d'autres aussi, je vous assure. Mais on peut aussi très souvent, en tant que jeune femme, être pas très prise au sérieux quand on s'adresse à certains prestataires. Donc après 5 ans, maintenant que je sais ce que je veux, que je connais le cahier des charges, c'est plus simple et les prestataires savent aussi ce qu'on veut en général et ce qu'on attend d'eux. Merci beaucoup à tous les trois. Puis-je demander, mesdames et messieurs, de bien vouloir les applaudir. Ce qui ressort de votre matinée, c'est qu'il faut absolument distraire 2 notions, le bâtiment d'un côté et la modularité de l'autre. Vous ne servez pas qu'à des chantiers, pas du tout. Vous mettez une illusion de pérennité là où il n'y a que de l'éphémère. Et parfois vous faites croire que vous travaillez pour l'éternité, comme faire la cathédrale. C'est ce qui ressort de ce matin. Vous avez une possibilité, un spectre d'action qui est extraordinaire. Vous travaillez à la fois pour des événements culturels, des événements musicaux, vous travaillez pour de l'art, pour de la cuisine, vous travaillez pour la rénovation de bâtiments, mais également pour du chantier neuf. Il y a tout cela dans le spectre de vos activités et Dieu sait si, effectivement, l'exigence de vos clients variés vous oblige à vous maintenir et à maintenir vos équipes dans une agilité constante et dans un temps extrêmement réduit de réaction. Cet après-midi, nous allons examiner qui vous êtes exactement, finalement. Quelle est la carte d'identité de la CIM? Bon appétit.